La NSA et l'Agence américaine de cybersécurité ont publié le top 10 des erreurs de configuration en cybersécurité et comment des hackers peuvent exploiter ces failles. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ces 10 erreurs. Autoriser l'exécution de programmes non vérifiés ou provenant d'une source douteuse peut avoir de lourdes conséquences. Par exemple, lors d'une campagne de phishing, la victime va cliquer sur un lien, télécharger un fichier malveillant et l'exécuter. Le code qui est exécuté peut voler des données. Quelques solutions peuvent être appliquées. Vérifier la signature numérique du fichier, ce qui nécessite l'utilisation de certificats et de clés. Je te recommande cette vidéo pour plus d'informations. Sur les systèmes, il est possible de bloquer l'exécution de fichiers dont la source n'est pas sûre. Par exemple, Windows utilise Windows Defender Application Control, Smart App Control et l'antivirus Windows Defender. macOS utilise par exemple Gatekeeper, SIP, Keep, le scanner de malware notarization et l'antivirus Xprotect. Les distributions Linux disposent d'un système de signature et de vérification de paquets. Android dispose également d'un mécanisme de signature des applications. La signature est vérifiée par le système après le téléchargement de l'application et avant l'installation, et il est recommandé de passer par Google Play pour récupérer les applications. Et sur iOS, il faut généralement passer par l'App Store pour obtenir une application, et l'App Store dispose de mécanismes de sécurité. Cette page résume très bien les outils de sécurité sur Apple en général. Une mauvaise configuration des formations d'identification peut permettre à des hackers d'accéder facilement à un système. Les deux principales erreurs de configuration sont un mot de passe faible et la divulgation en clair de mot de passe. Un mot de passe faible ou simple est souvent court et facilement identifiable. Des outils permettent de casser des mots de passe comme Hashcat, John the Ripper, Hydra, etc. Le second point concerne le stockage de mots de passe en clair. Pour t'aider, tu peux utiliser un générateur de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe comme KeePass ont un générateur de mots de passe. Kaspersky dispose aussi d'un outil en ligne qui permet de vérifier la complexité d'un mot de passe. Une mauvaise configuration des droits sur un serveur de fichiers peut permettre à un pirate d'accéder à des données sensibles, par exemple des mots de passe en clair, un schéma de l'infrastructure réseau, des numéros de sécurité sociale, etc. Ces données sont envoyées vers un serveur distant, puis revendues par le pirate. Quelques solutions peuvent être appliquées: restreindre l'accès aux fichiers partagés, restreindre les personnes qui peuvent lister ou accéder au répertoire partagé. Le MFA Multi-Factor Authentication est un mécanisme qui permet d'ajouter au moins un second facteur d'authentification après l'identifiant et le mot de passe. Ça peut être un SMS, un code, une clé USB, une carte intelligente, etc. Le premier volet de la mauvaise configuration du MFA concerne les cartes intelligentes. Si lors de la configuration du MFA, il a été défini que le hash du mot de passe ne change jamais, il suffit qu'un pirate arrive à obtenir ce hash pour prendre le contrôle du compte associé. Une carte intelligente contient en général un certificat et des clés, et lorsqu'elle est insérée ou lue par un lecteur, il faut un code PIN. Le second volet est le MFA qui n'est pas résistant au phishing. En fait, le pirate va utiliser l'ingénierie sociale ou le phishing pour collecter les identifiants de l'utilisateur. Puis il va tenter plusieurs connexions qui vont générer plusieurs notifications MFA. À un moment donné, l'utilisateur légitime va valider la notification. Quelques solutions existent: l'authentification web haute, j'en parlerai dans une autre vidéo. Tu as aussi la PKI MFA où par exemple le second facteur peut être une carte intelligente qui contient un certificat numérique. Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine sur ce domaine et sur les technologies. Un hacker peut par exemple récupérer une liste de hash et tenter de s'authentifier avec des techniques comme passe de hash ou passe de ticket. Quelques solutions existent pour mieux contrôler les accès. Il faut superviser les événements de connexion des utilisateurs, appliquer régulièrement les correctifs de sécurité. Sur Windows par exemple, tu peux utiliser le User Account Control qui limite la capacité d'un code malveillant à s'exécuter avec des privilèges administrateurs. Tu peux aussi utiliser le compte administrateur uniquement pour des tâches administratives et un compte standard pour les autres tâches. Une mauvaise gestion des correctifs de sécurité peut se traduire par l'application irrégulière des correctifs de sécurité.
l'utilisation de systèmes d'exploitation et des applications obsolètes ou qui ne sont plus supportées par l'éditeur. Le CERT-FR publie généralement des alertes de sécurité sur plusieurs applications et plusieurs éditeurs ont généralement une page d'alerte de sécurité. Dans tous les cas, une application doit être mise à jour au moins une fois tous les 6 mois. Si la mise à jour n'est pas disponible, il faudra isoler la machine. La segmentation permet de découper un réseau afin de créer des zones. Tu auras par exemple une zone ordinateur, une zone serveur privé, une zone imprimante, une zone serveur public, zone industrielle, etc. L'absence de segmentation facilite la tâche au hacker qui peut se déplacer sur un réseau sans blocage ni filtrage des flux. De même, un ransomware se propage plus rapidement dans un réseau non segmenté. Il faut utiliser des pare-feux nouvelle génération pour le filtrage des accès et un commutateur ou un VLAN pour la segmentation. Certaines sociétés ne supervisent pas suffisamment les terminaux et l'infrastructure réseau. Sans cette supervision, certaines intrusions ne sont pas détectées. Ce problème peut aussi être constaté si les seuils de détection ne sont pas bien configurés. Quelques solutions peuvent être appliquées. Superviser les comptes sensibles, les terminaux, donc les ordinateurs, les serveurs, les smartphones, etc. Il faut aussi superviser les règles d'accès aux applications web. Tout ceci peut être fait en utilisant un SIEM, un EDR, un pare-feu et un IPS. Il peut exister des comptes avec trop de droits. Voici quelques exemples. Un utilisateur qui travaille au département comptabilité, qui a les droits pour consulter les documents du département recherche et développement. Une application qui utilise un compte et qui a des droits administrateurs. Ou utiliser un compte administrateur pour une utilisation basique comme la navigation sur Internet, la bureautique, etc. Si un compte qui a trop de droits est compromis, le pirate peut alors se déplacer sur le réseau, voler des données, effacer ses traces, prendre le contrôle d'une machine, etc. L'une des solutions consiste à assigner uniquement les droits nécessaires à un compte et planifier une revue régulière des permissions et des groupes associés au compte. Les équipements comme l'imprimante, les caméras, les routeurs, les pare-feux, bref, la plupart des appareils technologiques ont un identifiant et un mot de passe par défaut. Ce problème est généralement présent dans l'outil de gestion de certificats Windows, ADCS. Autre exemple, LLMNR et NBTNS aident à identifier les autres sur le même sous-réseau lorsque le service DNS échoue. Les hackers peuvent exploiter des failles lorsque ces deux outils sont activés. Enfin, le service de partage de fichiers SMB utilise une configuration par défaut où les messages ne sont pas signés. Cette faille peut être exploitée afin d'intercepter les messages et se faire passer pour une machine légitime. En général, il faut désactiver les services inutilisés, changer les mots de passe par défaut, activer la signature des messages sur SMB et auditer régulièrement les droits sur l'ADCS. Alors je te recommande d'aller lire l'article pour avoir toutes les recommandations de la NSA et le CISA. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur les 10 erreurs récurrentes en cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je vais te parler de l'investigation numérique. À bientôt.